des talents avec Outremer Network et Albioma. Et tout de suite, on retrouve Daniel. Bonsoir Daniel. Salut Gino. Osons l'Outremer, Outremer Network, le rendez-vous chaque mercredi entre 21h et 21h30. Joli programme ce soir Daniel. Ouais, ce soir c'est sympa. Alors tu vois, en plus on va être en duplex avec Parrainer la Croissance, qui est un spécial networking avec Pierre Gattaz et des invités super cool que vous avez déjà vus tout au long de l'émission cette année. Donc vous avez le bonjour d'Angélique, Pascal Mélien. Il y a même François, j'ai même croisé François Bentanin qui est avec moi là. Tout à fait. Donc voilà, c'est super sympa. Bonsoir François, bienvenue sur l'antenne. Bonsoir, merci. Daniel, on te laisse faire, c'est toi le maestro. Alors, écoutez, chers auditeurs, ça tombe bien, on va rentrer dans le vif du sujet. François Bentanin, bonsoir. On t'avait quitté la saison dernière. Tu nous expliquais ce qu'était la Voix d'Académie. Je crois qu'il y a une nouveauté, c'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir à l'antenne aujourd'hui. Merci, oui. Enfin, la Web Academy, pour vous rappeler le principe, c'est une école que nous avons créée en 2010 qui forme des jeunes au métier de développeur web. Donc, ce sont des jeunes qui n'ont pas eu leur bac, qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont passionnés du numérique et qui ne peuvent pas avoir accès aux écoles classiques de formation et qui, au bout de 2 ans, ont un job. Et donc, comment a évolué le projet là? Alors, comment ça a évolué? On a commencé il y a en 2010 avec une vingtaine de jeunes, en 2011 avec 50, en 2012, et là aujourd'hui on doit avoir un peu plus d'une centaine de jeunes qui sont en formation, à la fois à Paris et à la fois à Lyon. Et donc notre projet c'est de pouvoir développer la Web Academy dans les 20 régions de la métropole. Et ce qui est la particularité de notre discussion, c'est que cette année on va avoir un petit plus, puisqu'on va avoir une vingtaine de jeunes de Martinique et 5 de Mayotte, je pense, qui devraient nous rejoindre à Paris pour former des développeurs web. Donc voilà, la saison dernière, je ne sais pas si tu t'en rappelles Gino, mais effectivement on parlait de la sensibilisation à cette formation super sympa. Et donc voilà, ça évolue puisqu'enfin, je pense qu'en Martinique, on commence à comprendre qu'il y avait besoin de former des développeurs. Et puis on espère que la prochaine étape, ce sera peut-être éventuellement de faire carrément ramener la Web Academy aux Antilles pour une formation spécifique. Est-ce que Franck O'Haraud est là par hasard à l'antenne? Malheureusement. Ah, s'il est là? Vous êtes là, Franck? Oui. Ah parfait. Franck, bonjour. Écoute, tu fais très bien la transition. Je te remercie d'être là avec nous. En parlant de formation, l'association AERP, qu'est-ce que c'est exactement? Puisque je crois que tu es président d'une association étudiante. C'est ça. Donc l'association des étudiants réunionnais de Paris, pour faire simple, AERP, c'est une association qui œuvre en faveur des jeunes réunionnais, des jeunes ultramarins, plus spécifiquement les primo-arrivants, et on fait un travail d'accueil et d'accompagnement pour passer de statut d'étudiant réunionnais à étudiant parisien. Et donc pour ça, on a mis en place pas mal de projets en 2012-2013 pour justement favoriser la mobilité des jeunes et mettre de leur côté toutes les chances de réussite. Alors, les Réunionnais, on sait que vous êtes super actifs, super motivés, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi l'histoire de Franck O'Haraud? Toi, tu viens de La Réunion, c'est ça? C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as eu des parcours difficiles, ton parcours scolaire, professionnel? Tu es jeune actif aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, je suis jeune actif. Mon parcours ressemble à beaucoup d'ultramarins. Moi, j'ai quitté La Réunion en 2009 pour ma part après 2 années de classe préparatoire, et il me fallait venir en métropole pour la poursuite de mes études. C'était dans le sud de la France, donc une première année, on va dire, de transition plutôt simple. Et ensuite, j'ai été affecté en région parisienne. Donc je travaille pour faire simple, dans un bureau d'études qui fait des travaux publics et d'aménagement routier. Donc je suis sur Paris depuis 3 ans, et c'est vrai que l'arrivée a été vraiment difficile. C'est là que le décalage qui peut exister entre La Réunion et Paris, et la métropole, c'est vraiment exprimé. Décalage environnemental, décalage culturel, décalage dans la manière de vivre. Et c'est au même moment que j'ai fait la connaissance de cette association, l'AERP. Alors il faut savoir que l'AERP existe depuis bientôt 27 ans, mais elle n'est pas trop connue. Donc ça m'a donné envie de m'investir dans cette association. Je suis rentré en 2011, d'abord dans le pôle communication, et puis mon implication a fait que j'ai petit à petit
monté les échelons et pris quelques responsabilités. Aujourd'hui, depuis début 2013, je suis président de cette association qu'on essaye de faire connaître et de développer pour faire en sorte que les difficultés que moi j'ai pu rencontrer, donc comme tout le monde, que ce soit le logement, le fait d'arriver dans une ville où on connaît personne. Moi, je dis souvent qu'on a souvent l'impression en tant qu'ultramarin, quand on arrive à Paris, d'être le premier ultramarin qui pose le pied à Orly. Et on n'a pas connaissance de on a une mauvaise connaissance du moins de toutes les choses qui existent en termes associatifs, institutionnels, qui sont là pour nous aider. Donc l'implication au sein de l'AERP, c'est ça, c'est pour faire en sorte que ceux qui nous suivent puissent avoir un parcours plus simple et essayer de pallier toutes ces petites difficultés qui, vues de l'extérieur, peuvent paraître anodines, telles que le mal du pays, l'hiver, etc. Mais quand on les vit, c'est des facteurs de décrochage pour beaucoup de jeunes. Et donc c'est vraiment dommage de voir que des choses qui sont réglables tout simplement finissent par devenir des facteurs de décrochage pour beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de potentiel. La jeunesse de nos villes a vraiment... Concrètement, ça veut dire que vous offrez quel type de services ou des propositions de services aux jeunes qui vous contactent? Donc on va dire qu'on a 3 axes, comme je disais, information, accueil, accompagnement, et on va dire qu'il y a 2 volets. Il y a un volet avant le départ et après le départ. Donc avant le départ, on fait un travail d'information, notamment pour la problématique majeure, à savoir le logement. Donc on a mis en place en 2013 un guide téléchargeable gratuitement sur notre site internet www.aerp.fr. Donc c'est un guide qui retrace étape par étape, chronologiquement, tout ce qu'il faut faire pour une recherche à distance d'un logement. Donc spécialement pensé pour les ultramarins, parce que comme je disais, c'est à la fois pour une recherche à distance, et aussi on a mis en exergue les textes de loi pour avoir de quoi, la difficulté pour chercher un logement quand on est ultramarin, c'est souvent les cautions ultramarines qui sont refusées, ou les garants hors du territoire métropolitain qui sont pas acceptés. Il faut savoir que ça, c'est totalement illégal. Et donc, dans notre guide, on l'a spécialement notifié pour que les jeunes puissent avoir de quoi répondre aux bailleurs qui font preuve d'une méfiance injustifiée. Il y a ça. Alors, oui, ouais. Très vite. Le deuxième point. On a mis aussi un système de référents, cette fois-ci au niveau national, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur aussi de partir parce que ils ont un manque d'informations. Donc on a mis en place un système de référents qui s'appelle le réseau Albius, accessible gratuitement sur Internet, qui permet de mettre en contact des jeunes qui ont un projet de mobilité avec des jeunes qui sont déjà installés pour avoir des échanges, des contacts, etc. Si tu permets, Daniel, je vais faire une suggestion à Franco Haro en lui disant qu'il pourrait aussi se rapprocher d'une autre association, l'AGEC, qui regroupe beaucoup et qui veut rassembler justement tous les étudiants d'outre-mer, parce que vous avez un peu... Oui, il faut savoir qu'on travaille déjà ensemble. On a parce qu'on essaye justement de se positionner non pas comme une communauté régionale, on va dire, mais vraiment comme une communauté ultramarine, parce que nos spécificités s'effacent devant les problématiques communes auxquelles nos jeunes doivent faire face. Donc on essaie de travailler ensemble, toutes les associations réunionnaises et toutes les associations ultramarines. On essaye de mettre en place des projets. Alors efficaces. Justement, je voulais en venir à ce point-là. Vous travaillez déjà en transversalité. Justement, comment vous aiguillez les jeunes sur la question de l'accès au stage et à l'emploi? Je sais que tu travailles aussi avec Akeliu Accompagnement. Dans le Sud, vous bossez avec d'autres associations étudiantes. C'est quoi les projets de développement demain entre toutes ces associations qui vous connaissez déjà? Alors, comme je disais, on a donc un premier volet qui est pour l'accueil, et ensuite le deuxième volet sur lequel on travaille énormément au quotidien, c'est l'accompagnement. Alors l'accompagnement, cette année, on s'est focalisé sur l'accès à l'emploi, parce que c'est vrai que c'est un problème d'actualité. Et donc on est vraiment dans une dynamique partenariale. On travaille notamment avec l'association Akeliu Accompagnement, avec qui on a mis en place en février 2013 le premier atelier de coaching en faveur des jeunes réunionnais, où des top managers viennent à la rencontre des jeunes diplômés, Bac+4, Bac+5 de moins de 30 ans, pour leur donner des conseils, offrir des offres d'emploi, etc. Aujourd'hui, au-delà de ces ateliers, on va dire ponctuels, on essaye de monter des actions à la fois plus larges et plus pérennes, et on travaille notamment à la préparation d'un gros événement en début décembre. Donc retenez cette date, le 7 décembre, on va avoir un gros événement organisé par Akeliu Accompagnement, à laquelle l'AERP va participer, et tous les jeunes qui nous écoutent sont vraiment
invités à venir. Et il y a aussi en début 2014 une grosse opération qui va être faite, une opération médiatique où c'est un collectif d'associations antillaises, réunionnaises, de Polynésie qui vont tous s'unir pour montrer un peu aux jeunes tout ce qui existe. Non, donc voilà, ce que je trouvais très intéressant, c'était qu'en fait, parfois on a du mal à trouver de l'unité, mais le volet entrepreneurial et l'accès à l'emploi, c'est aussi une obligation pour les associations de travailler en transversalité, parce que l'accès à l'emploi, c'est quelque chose de très compliqué. En 2 mots, où est-ce qu'on peut retrouver le AERP sur Paris ou au niveau national ? Alors, le plus simple pour nous retrouver, si on veut nous contacter, c'est sur Internet, www.aerp.fr. Et sur Facebook, AERP. Voilà, c'est le plus simple pour nous contacter, à savoir qu'on est ouvert à toute proposition de partenariat, de demande, etc. On est là pour ça. Eh ben, écoutez, c'est formidable. Je te garde en ligne avec nous. Est-ce que Jean-Claude Beaujour est déjà arrivé ? Malheureusement, non. C'est Taoufik Eneri qui est là de Mosaïque RH qui est déjà là. D'accord. Eh ben, écoutez, on va faire la jonction justement. Tiens, on va te donner également un autre contact du réseau grâce à notre partenaire Mosaïque RH. Taoufik, bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des postes à pourvoir ou des stages à pourvoir à l'antenne ? Donc, pour resituer un petit peu, Mosaïque RH est une association qui intervient dans le cadre de l'aide de la recherche d'emploi, et on parlait tout à l'heure d'insertion professionnelle. Ô combien difficile. Donc Mosaïque RH se propose d'être intermédiaire entre candidats et entreprises qui ont des offres à pourvoir, que ce soit en stage, en alternance ou en emploi. Et donc Mosaïque RH fait le lien donc entre candidats et entreprises. Très très bien, tu sais que depuis l'année dernière, vous êtes nos partenaires, donc vous êtes là tous les 15 jours à l'antenne. Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir en direct pour les jeunes qui nous écoutent ? Bien sûr qu'il y en a. Allez, on t'écoute. Alors là, on est dans une période phare pour les étudiants, notamment dans le cadre de leur recherche de stage. Ouais. Les auditeurs qui nous écoutent le savent bien, et donc on a pas mal d'offres qui sont à pourvoir, notamment dans le cadre d'un événement qui s'appelle Mosaïque Stage. Donc c'est un événement auquel sont conviés un certain nombre d'entreprises partenaires. Donc cette année il y a des grandes entreprises comme tous les ans. Il y aura TF1, il y aura le Crédit Agricole, il y aura EADS, mais plein d'autres grandes entreprises. L'année dernière il y en avait 11. Enfin 11 c'est ça, oui. Avec des offres qui sont à pourvoir dans tous les domaines, donc que ce soit sur des fonctions support, en communication, en marketing, en ressources humaines, en contrôle de gestion, en finance plus généralement, etc., en achat, en logistique, en communication aussi, mais aussi sur des postes plus techniques, notamment sur des profils ingénieurs, ingénieurs généralistes. Donc, comment on peut avoir accès à cette information? C'est sur votre site? Justement, que les auditeurs n'hésitent pas à aller sur notre site. Donc c'est www.mosaïquerh, ça s'écrit mosaïkrh.com, donc mosaïquerh.com. Dans la rubrique espace candidat, tout simplement, les candidats qui recherchent un emploi, qui recherchent un stage ou une alternance ont l'habitude de ce genre de support et ont l'habitude de postuler en ligne. Donc tout simplement dans l'espace candidat, dans la rubrique candidat, et ils ont directement accès à l'ensemble de nos offres et qui postulent directement, joignant CV, lettre de motivation sur www.mosaïquerh.com. Et la collecte des CV a lieu maintenant, je crois. L'événement a lieu fin novembre, ça a lieu quand? Voilà, c'est ça. Alors l'événement aura lieu fin novembre, mais de toute façon, une fois que les candidats auront postulé sur notre site, on reprendra contact avec eux pour leur expliquer un peu le process. Mais pour en parler rapidement, donc les candidats postulent à l'offre, ils seront contactés par un recruteur de Mosaïque RH pour leur faire participer à un atelier de présentation professionnelle et de présélection. Et à partir de là, donc ils seront proposés directement sur une ou plusieurs offres de stage pour démultiplier leurs chances de décrocher leur stage. Donc l'événement aura lieu fin novembre, mais la sélection des profils commence dès aujourd'hui. Donc que les candidats n'hésitent pas à aller sur notre site, je le répète, mosaïquerh.com, postuler et vous allez être recontacté en fonction des opportunités qui seront disponibles par un recruteur du cabinet. Très très bien, n'hésitez pas, voilà. Et on précise à chaque fois, mentionnez bien, chers auditeurs, que vous venez de la part de OMN ou bien de Tropic FM.
voilà, pour bien faire le distinguo, et si vous voulez qu'on pousse un peu vos candidatures, il faut y mettre du vôtre. Voilà, qui n'hésite pas. On a également une autre opération qui est en cours. Ah oui. Toujours une campagne de recrutement de stagiaires. Cette fois-ci, c'est pour le groupe Lagardère, donc pour le magazine Elle. Donc tout le monde connaît le magazine Elle, et on recherche en ce moment donc des candidats disponibles pour un stage à partir de Bac+2. Mais qui ont quand même une certaine expérience professionnelle, ou tout du moins un intérêt pour le domaine de la mode, pour le cinéma, pour le graphisme, pour le journalisme. Voilà, c'est une grande entreprise qui ouvre ses portes aux candidats en recherche de stage. C'est un peu particulier puisque les candidats auront un accompagnement spécifique et personnalisé au cours de ce stage-là. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces domaines-là, qu'ils n'hésitent pas également à aller sur notre site, c'est toujours à la même adresse, mosaïquerh.com, et ils verront directement les offres de stage disponibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Taoufek Eneri de Mosaïque RH. Jean-Claude Beaujour, avocat, auteur de Si la France gagnait la bataille de la mondialisation, est parmi nous. Bonsoir, monsieur Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur notre antenne. On revient très vite avec Outremer Network et Daniel Hierso. Nos Outre-mer ont des talents avec Outremer Network et Albioma. De retour dans votre libre antenne comme chaque mercredi. Rendez-vous avec Outremer Network et Daniel Hierso. Osons l'Outre-mer. Nos Outre-mer ont des talents. C'est le rendez-vous de ce soir. On a eu Franck Waro, président de l'association AERP, l'association étudiante à l'aide à l'emploi pour les Réunionnais. On a eu également Taoufek Eneri de Mosaïque RH pour les offres de stage, les offres d'emploi également. Et on reçoit de nouveau Jean-Claude Beaujour, que j'ai annoncé juste avant la petite pause, avocat, auteur de Si la France gagnait la bataille de la mondialisation. Daniel, c'est à toi. Jean-Claude, merci d'être là avec nous. Alors ce soir, on est en duplex sur le networking de Paris et la croissance avec Pierre Gassin. Moi, je voulais t'avoir à l'antenne parce que on a reçu Isabelle Fandrina il y a pas longtemps. Oui. Et je crois que tu étais à Nice, donc c'était pour avoir ton retour d'expérience sur cette petite aventure à Nice des entrepreneurs guadeloupéens. Alors tout d'abord, c'est une initiative depuis maintenant 2 ans d'Isabelle Fandrina et de son organisation, où il y a des entretiens économiques de la Guadeloupe dans la région de Nice. C'est l'occasion pour les entrepreneurs, les acteurs économiques du département de la Guadeloupe de rencontrer les acteurs économiques de la région. Alors c'était une belle réussite. Ça commence à prendre parce que maintenant ça devient un rendez-vous régulier. Ce qui aurait été intéressant, cela étant dit, c'est qu'on ait encore plus d'entreprises guadeloupéennes, antillaises, et peut-être aussi des acteurs de la région Île-de-France qui peuvent avoir une très bonne occasion de rencontrer les membres de la Chambre de commerce de Nice, des gens de la région qui souhaitent faire des affaires avec soit avec des ultramarins, soit avec la région Guadeloupe. Voilà, donc c'était un véritable succès, et ce que nous souhaitons, c'est que ça se poursuive et qu'il y ait de plus en plus de participants. Quelle était ta participation au-delà de l'énorme plaisir de t'avoir, bien sûr, en tant que speaker sur une conférence? Alors, ma participation a consisté à expliquer, à faire le point sur la politique de défiscalisation du gouvernement à l'égard de l'outre-mer. Alors, une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté, c'est que très souvent, on pense que lorsqu'on parle de défiscalisation, on pense que ce sont des politiques qui ne sont favorables qu'aux gens qui ont un patrimoine considérable. Et pour moi, c'est important de rappeler, que la politique de défiscalisation concerne tout le monde, y compris dès qu'on paye un petit peu d'impôts, eh bien on peut avoir intérêt à utiliser des produits de défiscalisation, notamment en matière immobilière. Et c'est une façon, deuxièmement, de se constituer un petit patrimoine. Donc c'est vrai que c'est important de le dire, ça ne concerne pas, c'est pas une politique qui vise simplement les ultramarins, c'est une politique qui vise l'ensemble de nos concitoyens et qui j'ai toujours trouvé dommage que les ressortissants ultramarins n'en profitent pas. Donc dans l'Hexagone, c'était l'occasion de militer pour que nous soyons attentifs. Et l'un des conseils que je donne,
c'est aller voir votre responsable bancaire pour voir s'il n'y a pas une possibilité de défiscaliser, quel que soit le montant d'impôt que vous payez. Alors ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on y reviendra puisqu'il y a une discussion sur l'assiette de la défisque en Outre-mer, et puis il y a un message peut-être à faire passer aussi, parce qu'il y a des effets d'aubaine certes, mais il y a aussi des petits patrons qui en ont besoin. Dis-moi Jean-Claude, on est aussi dans un contexte un peu particulier. Alors tu sais qu'on parle pas politique, mais je trouvais qu'on est sorti d'une formation avec Xavier Fontanet, qui a exactement la même vision, qui porte la même vision avec Essilor, que tu traduisais dans ton ouvrage Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation. Comment tu analyses un peu les ressorts aujourd'hui d'Outre-mer? Est-ce que tu trouves que on tire notre carte du jeu? Est-ce que on est encore sous-exploité? Il y a des grandes discussions sur l'étendue de la ZEE en ce moment. Est-ce que tu sens que ça prend une bonne tournure? Alors, moi je pense que, d'une manière générale, toute région confondue, la France ne tire pas correctement son épingle du jeu. Et pourtant, elle a des atouts. Et encore moins les ultramarins, parce qu'il y a le phénomène de distance. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas aujourd'hui qu'il n'y a pas un certain nombre d'efforts à faire qui sont assez simples. Moi, j'ai autour de 2 ou 3 pistes, et tu le sais. Moi, je crois que la première des choses, c'est qu'on ne pense pas aujourd'hui, pour un certain nombre d'entreprises, on n'a pas ce réflexe, le réflexe outre-mer, c'est-à-dire que les grands acteurs économiques n'ont pas le réflexe de se dire comment est-ce qu'on utilise l'outre-mer comme plateforme pour pouvoir conquérir les marchés émergents. On pense, par exemple, en Guyane, on a un formidable instrument industriel avec Ariane Espace. On a des recherches pétrolières, c'est l'occasion de relancer la plateforme Guyane vers l'ensemble de l'Amérique latine. Ça, on ne le fait pas suffisamment. Je pourrais prendre d'autres exemples en Nouvelle-Calédonie et dans l'océan Indien. Et je crois que c'est là où les ultramarins doivent prendre les choses en main et ne pas attendre que les autres le fassent. Et c'est vrai que quand tu penses à ce que fait Essilor et bien d'autres, il y a de petites entreprises qui ont de très bons produits, mais elles ont besoin parfois d'un grand mentor pour pouvoir les tirer. Et c'est là où j'ai le sentiment que nous pouvons nettement mieux faire. Et deuxièmement, je pense que nous devons renforcer notre capacité à travailler dans les bassins régionaux, ce que nous ne faisons pas suffisamment. Alors, sans aller trop loin dans l'analyse, mais par exemple, tu vas pitcher, je crois, la semaine prochaine à Lyon. Sur les problématiques de l'OADA, est-ce qu'il n'y a pas également, je dis ça aux entrepreneurs qui nous écouteraient et aux jeunes surtout, puisque en France on commence timidement, mais on commence quand même à communiquer sur cette autre Afrique qui s'éveille et qui va devenir un géant, je l'espère, dans plusieurs années. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, des options, des opportunités, à la fois pour les entrepreneurs, mais pour des jeunes cadres ou des jeunes actifs, comme Franck qui était avec nous, pour aller prospecter, pour aller regarder ce qui se passe en Afrique, par exemple? Alors, tout d'abord, moi j'ai envie de donner 2 chiffres. On va pas faire de la grande économie, mais 2 chiffres. L'Afrique va avoir une population d'environ 1 milliard d'habitants et une classe moyenne qui va exploser. Et quand on parle sur une population d'1 milliard, une classe moyenne qui explose, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes capacités d'achat que l'Européen moyen, c'est tout de suite 200 millions de personnes. C'est la moitié de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il y a une forte capacité de consommation du continent. Deuxième chose, il faut savoir que c'est un continent qui est, pour certains pays, je pense au Ghana, mais il y a d'autres exemples, sur une croissance entre 4 et 8 points de croissance par an, lorsque nous essayons de savoir si on peut être légèrement au-dessus de 0,1, 0,2. Voilà, donc on voit tout. D'accord, donc il y a des vraies opportunités à l'export. On va conclure rapidement. Il y a de vraies opportunités à l'export. Oui, il faut prospecter, donc aller sur le marché, aller sur le terrain, regarder ce qu'il y a comme besoin, et puis deuxièmement faire coller l'offre, c'est-à-dire les produits que nous avons à offrir, voir s'ils calent, et puis se lancer. Il y a un certain nombre d'organismes publics qui aident à l'export, et ça marche, ça fonctionne plutôt bien.
Tout à fait. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Je rappelle que ton cabinet est spécialisé également sur l'accompagnement à l'étranger des entreprises. Merci beaucoup à vous tous. Et je précise que la semaine prochaine, je serai pour une entreprise antillaise, je serai à Singapour et que récemment j'étais en Inde pour une entreprise de la Martinique. Donc vous voyez, ça fonctionne. Depuis Fort-de-France, on a fait travailler des Indiens. Ah bah c'est génial. On a l'occasion de te réinviter très souvent. Bien sûr, tu es ici chez toi, Jean-Claude Beaujour. Merci Daniel, et bravo pour ce que tu fais. À très bientôt, Franco Haro, merci. À tous les auditeurs, je vous rappelle que nous sommes aux Antilles la semaine prochaine à l'invitation du Forum de la Banque des Antilles françaises pour une session pitch un petit peu atypique. Donc si vous avez de la famille, si vous avez des gens que vous connaissez aux Antilles, porteurs de projets, n'hésitez pas. On débarque avec toute la team des experts et les copains avec des investisseurs. Si vous avez des projets, c'est le moment. Gino, ce fut un plaisir. Merci à toi, Daniel. Comme chaque mercredi, Osons l'Outre-mer. On rend bien sûr hommage aux otages, comme chaque mercredi, Daniel. Pensée à Thierry Doll, comme tous les mercredis soirs, bien entendu. Donc, force et honneur à sa famille, respect à Thierry Doll et puis à l'ensemble des otages, on pense très fort à eux.